On les appelle les feux de forêt rituels. Un nom qui murmure à l'oreille des peurs ancestrales, une appellation née dans le secret des forums en ligne et des conversations de comptoir, lorsque la fumée âcre des incendies voile le soleil d'été. Chaque année, alors que des milliers d'hectares de nature partent en fumée, la même rumeur insidieuse refait surface, se propageant plus vite que les flammes elles-mêmes. Elle parle de symboles étranges, tracés dans les cendres encore chaudes, des pentagrammes ou des runes oubliées. Elle évoque des lieux isolés, choisis avec une précision qui semble défier le hasard, loin des sentiers battus, là où seuls les initiés oseraient en s'aventurer. Elle pointe des coïncidences troublantes, des départs de feu multiples et simultanés, dessinant des constellations macabres sur les cartes des pompiers, ou des incendies qui éclatent lors de dates astrologiquement significatives, comme les solstices, les équinoxes ou les nuits de pleine lune. Face à ces anomalies apparentes, l'imagination s'enflamme. Certains, cherchant un sens dans le chaos, y voient en la main de cultes obscurs, des sectes modernes ou des adorateurs du diable pratiquant des rites impies sous le couvert de la nuit. Des messes noires dont le brasier serait l'autel, et la forêt, la victime sacrificielle. La théorie est séduisante, car elle offre un coupable identifiable, un visage à la peur. Le mal absolu, organisé, intentionnel. Les témoignages, souvent anonymes et invérifiables, abondent. On parle de silhouettes encapuchonnées aperçues à l'orée des bois juste avant l'alerte. On rapporte la découverte de cercles de pierres noircies par le feu, évoquant d'anciens sites païens. Des traces énigmatiques dans la cendre, des formes qui ne ressemblent ni à une empreinte animale, ni à une marque humaine ordinaire. Et puis, il y a les flammes elles-mêmes. Des témoins jurent avoir vu des feux aux couleurs étranges, des brasiers qui semblaient danser, se mouvoir avec une intention, une chorégraphie macabre, des flammes qui semblaient presque mises en scène. Mais si ces histoires captivent notre imaginaire, c'est parce qu'elles masquent une réalité bien plus complexe, et à certains égards, plus effrayante encore. Car pour comprendre le phénomène des feux de forêt, il faut d'abord s'éloigner du mythe pour embrasser la science. Un feu de forêt n'est pas une entité maléfique. C'est un processus chimique, une réaction de combustion qui a besoin de 3 éléments pour exister. Un combustible, un comburant, l'oxygène de l'air et une source de chaleur. C'est ce que les pompiers appellent le triangle du feu. Le combustible, c'est la végétation, l'herbe sèche, les feuilles mortes, les broussailles, les branches, les arbres eux-mêmes. Plus cette biomasse est sèche et abondante, plus le feu sera intense et rapide. La source de chaleur, c'est l'étincelle initiale. Et c'est là que le mystère commence à se dissiper pour laisser place aux faits. Car cette étincelle, dans l'écrasante majorité des cas, n'a rien de surnaturel. Oublions les rituels. La réalité est moins démoniaque et bien plus humaine. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. C'est un chiffre accablant, confirmé année après année par les enquêteurs. La cause la plus fréquente ? La négligence. Un mégot de cigarette jeté par la fenêtre d'une voiture. Un barbecue mal éteint dans une zone à risque. Des travaux agricoles ou de bricolage qui produisent des étincelles un jour de grand vent. Des gestes du quotidien, accomplis sans penser aux conséquences, qui peuvent réduire en cendres des décennies de vie forestière. Vient ensuite la malveillance, la pyrocriminalité. C'est un acte bien plus sombre, mais qui relève de la psychologie humaine, pas de la démonologie. Les motivations des incendiaires sont variées et complexes. Vengeance personnelle, volonté de nuire, fascination morbide pour le feu, ou parfois des intérêts économiques troubles, comme la spéculation foncière. Ces actes, bien que criminels, sont souvent le fait d'individus isolés, loin des complots organisés que les rumeurs décrivent. Et puis, il y a les causes naturelles, qui ne représentent qu'une infime partie des départs de feu, principalement la foudre.
un orage sec, où la pluie s'évapore avant de toucher le sol, peut frapper un arbre et déclencher un incendie qui couvra pendant des heures, voire des jours, avant d'être détecté. Mais même ici, un autre facteur entre en jeu, un acteur silencieux et implacable qui prépare le terrain pour la catastrophe, le changement climatique. La sécheresse. Des hivers moins pluvieux, des printemps plus secs, des étés caniculaires. L'humidité des sols et des végétaux atteint des niveaux critiques. La forêt devient une poudrière. Le moindre incident, la moindre étincelle, peut désormais provoquer une catastrophe. Le vent, en particulier des vents régionaux comme le Mistral ou la Tramontane, agit alors comme un accélérateur dévastateur. Il attise les flammes, assèche la végétation sur leur passage et surtout, transporte des braises incandescentes sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. C'est le phénomène des sautes de feu qui permet à l'incendie de franchir les routes, les rivières et les lignes de défense des pompiers, créant de nouveaux foyers loin du front principal. C'est cette combinaison explosive, une végétation stressée par la sécheresse, une étincelle d'origine humaine et un vent violent, qui explique la puissance terrifiante des méga-feux que nous observons aujourd'hui. Parfois, ces feux deviennent si intenses qu'ils créent leur propre météo, formant d'immenses nuages de fumée et de cendres appelés pyrocumulus, qui peuvent générer des vents erratiques et même de la foudre, propageant l'incendie de manière encore plus imprévisible. Pas besoin d'invoquer le diable pour déclencher l'enfer. La physique, la chimie et la météorologie suffisent. Face à ce monstre, des hommes et des femmes se dressent. Les sapeurs-pompiers, les forestiers sapeurs, les pilotes de bombardiers d'eau. Leur combat est une guerre asymétrique. Ils n'attaquent pas toujours le feu de front, là où sa puissance est maximale. Ils l'analysent, anticipent sa trajectoire en fonction du relief et du vent et cherchent à le canaliser, à le contenir. Ils créent des lignes d'appui, des pare-feux en défrichant des bandes de terrain. Ils pratiquent parfois des feux tactiques ou contre-feux, allumant un incendie contrôlé pour brûler le combustible avant l'arrivée du front principal, le privant ainsi de sa nourriture. C'est une stratégie risquée, un combat du feu par le feu, qui demande une expertise et un sang-froid exceptionnels. Mais cette lutte héroïque ne suffit plus. La prévention est devenue la clé. Cela passe par des obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires en zone à risque, afin de créer une rupture de combustible autour des habitations. Cela passe par l'interdiction temporaire d'accès à certains massifs forestiers lors des périodes de risque extrême. Et surtout, cela passe par l'éducation, par la prise de conscience collective que chaque geste compte. Ne pas jeter son mégot, ne pas faire de feu en forêt, signaler immédiatement toute fumée suspecte en appelant le 18 ou le 112. Ces actions relèvent de notre responsabilité à tous. Alors, pourquoi, face à cette réalité factuelle, documentée et expliquée, les rumeurs de feux rituels persistent-elles avec une telle force ? La réponse se trouve dans notre propre psychologie. Face à un événement traumatisant et hors de contrôle comme un méga-feu, notre cerveau cherche désespérément des schémas, des intentions, une cause à la hauteur de la conséquence. L'idée d'un accident stupide, d'une simple négligence, semble une explication trop banale, trop absurde pour une telle dévastation. Le complot, le rituel, offre un récit plus structuré, plus satisfaisant pour l'esprit. C'est ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. Nous préférons croire à une malveillance organisée plutôt qu'à un chaos accidentel. Les formes étranges dans les cendres ? Souvent des illusions d'optique, des paréidolies, notre cerveau qui tente de reconnaître des visages ou des symboles dans des formes aléatoires, ou les restes d'objets ayant brûlé de manière inattendue. Les départs de feu multiples, fréquemment le résultat des sautes de feu transportées par le vent. La vraie question n'est donc pas de savoir s'il existe des cultes secrets qui incendient nos forêts. La vraie question c'est
Pourquoi avons-nous besoin de croire à ces histoires? Pourquoi ces rumeurs reviennent-elles toujours quand la peur prend feu? Peut-être parce qu'il est plus facile de combattre des démons imaginaires que d'affronter nos propres responsabilités, notre propre négligence et les conséquences bien réelles d'un monde que nous avons nous-mêmes rendu plus inflammable. La vérité, c'est que le monstre n'est pas caché dans l'ombre des bois, attendant une nuit de solstice pour accomplir un sombre rituel. Il est dans nos habitudes, dans notre indifférence et dans chaque étincelle que nous laissons échapper.